Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Le 24 février 2023 marque le premier anniversaire du conflit militaire russo-ukrainien, alors que selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, les pays membres de l'Union européenne vont puiser dans leurs stocks pour accélérer les fournitures d'armes et de munitions pour l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a réaffirmé le 21 février depuis Varsovie en Pologne que le soutien des États-Unis à l'Ukraine ne faiblira pas. Pour Jean Bécouré, expert en géopolitique, nous assistons à une guerre qui oppose l'OTAN à la Russie par l'Ukraine interposée. Jean Bécouré, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, pensez-vous que la guerre en Ukraine est en réalité une guerre par procuration? Oui Camille, tout à fait. Je pense que c'est une guerre par procuration. Dans cette guerre, il y a deux camps qui s'opposent, évidemment. Il y a un camp qui est représenté par les États-Unis qui utilisent l'OTAN comme force de frappe. Et de l'autre côté, il y a la Russie, mais pas seulement. Alors, ce que je dirais, c'est que l'OTAN, ça représente des pays qui sont plutôt sur la défensive et qui servent surtout à défendre, enfin pas surtout, c'est carrément pour défendre les intérêts américains dans le monde et à poursuivre l'hégémonie américaine dans le monde, tandis que la Russie, elle, est plutôt le porte-parole de notre monde qui est en train de se constituer autour des BRICS, autour de l'axe Chine-Russie, autour de l'organisation de coopération de Shanghai. Autant d'entités qui veulent chercher au contraire à construire un monde multipolaire d'harmonie et de coopération entre le monde. Donc ce monde-là multipolaire que soutient la Russie et la Chine, c'est un monde qui s'oppose évidemment à l'hégémonisme américain et lequel hégémonisme est en train de se défendre, d'essayer de défendre son précaré, alors que l'autre, qui représente 70% de l'humanité, avec d'autres pays qui veulent le rejoindre, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, la Turquie, etc., et évidemment les pays africains, ce monde-là, lui, est en train de devenir le monde de demain. Alors, est-ce que vous jugez utile une organisation comme l'OTAN en temps de paix? En temps de paix, ça c'est un mot qui est drôle parce que est-ce que le monde a été en paix depuis que l'OTAN existe et depuis qu'il n'y a plus de guerre froide? Autrement dit, depuis 1991, avec la dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN qui avait été créée pour faire face à la menace du communisme soviétique à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque, en 1991, le pacte de Varsovie qui rassemblait les partis communistes a été dissous, l'OTAN a continué à exister. Pourquoi? On se demande. Lorsqu'en 2001, il y a eu les attentats du 11 septembre, Vladimir Poutine a proposé à l'OTAN que la Russie s'associe à l'OTAN pour combattre le terrorisme islamique. Les États-Unis ont catégoriquement refusé cette contribution et cette aide, cette main tendue de la Russie. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? L'OTAN a prétendu combattre une autre menace, mais en fait, cette autre menace, ça n'était plus le communisme, c'était soi-disant l'intégrisme islamiste, mais la plupart du temps, l'intégrisme islamiste avait été suscité par des visées des Américains. En particulier en Afghanistan, les talibans sont une invention des Américains pour combattre l'Union soviétique. Bon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en temps de paix? Bon, il y a eu, l'OTAN a bombardé la Yougoslavie. Est-ce que la Yougoslavie menaçait les États-Unis? L'OTAN a attaqué l'Irak. Est-ce que l'Irak menaçait les États-Unis? Bon, etc. Tout ça, c'est connu de tous les auditeurs de Mandarin TV, donc je n'ai pas besoin d'expliquer. Par contre, maintenant, ce qui devient très clair, c'est que derrière la Russie, c'est la Chine qui est menacée. C'est-à-dire que l'OTAN menace non pas la Russie, disons que c'est un hors-d'œuvre, parce que la Russie est un pays qui apporte
des ressources à la fois à la Chine, mais aussi à l'Allemagne et à l'Europe, et des ressources bon marché qui leur permettent d'avoir des gains de compétitivité. Et ça ne plaît pas du tout aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'OTAN est en train de tendre la main à des pays qui sont dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien. Donc il va falloir changer de nom, il ne faudra plus l'appeler l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais l'organisation du traité de Atlantico-Indo-Pacifique. Voilà. Et il faut s'attendre à ce que dans ces visées, il y ait une base OTAN un jour à Vladivostok, si jamais l'OTAN gagnait la guerre contre la Russie. Parce que je pense que la Chine ne serait pas très contente. Voilà. À votre avis, est-ce que l'Union européenne dispose réellement d'un pouvoir de décision dans ce conflit russo-ukrainien? C'est difficile à dire que l'Union européenne a un pouvoir de décision. Quand on voit que tous les leaders de l'Union européenne sont des gens qui ont été formés aux États-Unis ou qui représentent des intérêts américains, je pense à la première d'entre elles que tout le monde a en tête, c'est Ursula von der Leyen, ou Josep Borrell, ou même notre président Macron. On voit que l'Union européenne est tenue par des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément ceux des peuples européens. Sans aller trop dans la critique, il faut voir quand même que l'Union européenne a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale, par des pays qui étaient tributaires des États-Unis, qui avaient des dettes auprès des États-Unis, qui se sont endettés avec le plan Marshall. Et l'initiative de Robert Schuman était quand même très inspirée par les États-Unis. Donc il ne faut pas avoir tellement d'illusions sur la capacité que les pays européens, au sein de l'Union européenne, ont de pouvoir aller à l'encontre des décisions américaines. Et donc, pour vous, l'Union européenne est plutôt tributaire des États-Unis? L'Union européenne est non seulement tributaire des États-Unis, on l'a vu lorsque les sanctions ont été appliquées. Les sanctions sont des sanctions qui ont été proposées, des sanctions contre la Chine avant et à l'époque de Trump, et contre les États-Unis et contre l'Iran, enfin bref, tous les gens qui ne plaisent pas aux États-Unis. Là, c'est la Russie. Ces sanctions ont été proposées par les États-Unis. Je me souviens d'une réunion à laquelle j'ai participé qui rassemblait le MEDEF France, enfin la commission française du MEDEF France-Russie. Il y avait un représentant du ministère des Affaires étrangères et un représentant de Bercy. Les sociétés qui étaient présentes, il y avait une 50aine de sociétés qui étaient présentes, des grandes sociétés, les plus grandes sociétés françaises, et qui disaient, c'était en 2014, donc c'était il y a 8 ans, avant la guerre qui s'est déclenchée le 24 février 2022. Oui. Ils disaient non, ça c'était en réponse à la réintégration de la Crimée dans la Fédération de Russie. Donc il disait, nous, on ne veut pas revivre ce que nous avons vécu avec l'Iran, où des sociétés comme Peugeot, Total, etc. ont joué le jeu, ont quitté l'Iran. D'autres, comme la BNP, ont commercé avec l'Iran, ont fait des tractations en dollars avec l'Iran, et ça faisait des milliards de sanctions américaine que la BNP a dû payer parce qu'elle avait utilisé des dollars pour commercer avec l'Iran, pour des transactions avec l'Iran. Donc ils disaient non, on ne veut pas revivre ça parce qu'après, par derrière, les sociétés américaines ont pris la place de Total, de Peugeot, etc., avec des noms qui n'apparaissaient pas comme américains. Donc, ce qu'il disait également, c'était que la Russie, avec les États-Unis, n'avait que 10% de leur commerce, alors qu'il y avait le commerce Europe-Russie était beaucoup plus important et ils avaient tout à perdre à appliquer ces sanctions. Bon, les représentants des deux ministères, de Bercy et du Quai d'Orsay, ont pris acte, mais le résultat, c'est que c'était Fabius qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, les sanctions ont quand même été appliquées. Voilà.
Donc la conséquence est, là on est maintenant au 10e train de sanctions. Au début ça avait commencé par des sanctions sur des personnes, sur des... Ensuite, enfin, petit à petit c'est monté, c'était des personnes proches de Poutine, mais après ça a été sur du matériel pour l'industrie pétrolière, sur du matériel pour l'industrie nucléaire, non, c'était pas visé. Mais là, le 10e train de sanctions qui vient d'être adopté le 15 février, le 10e train, là, ça porte sur du matériel électronique, de l'industrie, etc. Qui est-ce qui va être sanctionné? Ça veut dire que c'est le commerce extérieur de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Donc, non, c'est pas, comment dire, là, les Américains se battent contre la Russie jusqu'aux derniers Ukrainiens sur le plan malheureusement de la population, et là, jusqu'aux derniers Européens sur les portefeuilles des Européens, pour commencer. En fait, l'Europe est quand même consciente que en appliquant sanctions sur sanctions contre la Russie, c'est elle-même, ça se retourne contre elle-même aussi. L'Europe, alors l'Europe, l'Europe n'est pas monolithique. D'abord, c'est pas un seul pays, et deuxièmement, entre les élites et les populations, les discours sont différents parce que les gens se rendent bien compte que on les mène en bateau et que le bateau va vers le précipice, quoi. Et alors, donc, ça veut dire que les Européens, dans leur ensemble, n'ont pas voix au chapitre. Ça veut dire que les Européens n'ont pas droit au chapitre, comme ils n'ont pas eu droit au chapitre lors du traité de Maastricht, qui a été adopté par vote des parlements, alors par le référendum, il avait été refusé. Et pourquoi leurs voix ne sont pas, on va dire, écoutées? C'est ça le principe de la démocratie. La démocratie, c'est comme lorsque son mailing venait plaider auprès du Congrès américain pour demander des armes, elle parlait de démocratie, mais lorsque la femme de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, lui a demandé là, à ce moment, il y a une révolte de mineurs en Chine, comment est-ce que vous traiteriez la question? Elle a mis la main sous la gorge et elle a fait le signe d'égorgement. Donc, l'Europe où les Américains où Zelensky parle de démocratie, mais il n'applique pas la démocratie. Alors, au cours de l'année dernière, quels ont été, selon vous, donc, les effets collatéraux de cette guerre en termes de fourniture de gaz et d'autres énergies, en termes d'augmentation du coût de la vie, par exemple, concrètement, sur la vie des Européens? Bon, sur l'augmentation du coût de la vie, je pense que c'est clair pour tout le monde, 22% d'augmentation dans l'alimentation. Le prix du gaz, alors soit on le paye plus cher, soit on a froid. Chez nous, dans notre ensemble qui représente à peu près 250 multiplié par 5, ça fait environ 1250 familles. Il a été décidé de baisser de 1 degré pour baisser le prix du chauffage, puisque c'est un chauffage collectif, c'est l'ensemble collectif. Bon, la réalité, c'est que là, je discutais avec notre médecin. Le médecin me dit, là, c'est fou le nombre de gens qui sont malades parce qu'ils ont froid, ils attrapent froid. Donc, c'est pas seulement le portefeuille, c'est aussi la santé des gens qui en prend un coup. Entre autres. Alors, dernière question, en Occident, certaines voix objectives ont souvent été étouffées ou ont été étiquetées lâches, pro-russes. Quel sera, selon vous, l'impact donc d'une telle situation sur le conflit russo-ukrainien? Je pense que armer un pays comme le demandent les États-Unis, en l'occurrence l'Ukraine, et faire dépenser de l'argent, indépendamment du fait que armer l'Ukraine, dépenser, ça touche aussi le portefeuille des Européens, aussi le portefeuille des Américains. Je crois qu'il y a des gens aux États-Unis qui aimeraient bien bénéficier d'un logement plutôt que d'habiter dans une caravane ou de vivre dans leur voiture. Plutôt que de voir ces milliards qui partent pour l'Ukraine. Sachant que, les milliards américains sont des milliards qui sont des prêts
Ceux qui disent que l'Union soviétique a vaincu le nazisme avec du matériel qui a été fourni par les États-Unis, l'Union soviétique a remboursé et a payé, c'est la Russie qui a pris la suite. Le pré-bail du matériel américain est fini d'être remboursé en 2006. En 2006. Bon. Donc l'effort a été fait pendant la guerre par le peuple soviétique et ensuite par les Russes eux-mêmes qui ont pris la suite de l'Union soviétique jusqu'en 2006. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc là, lorsqu'on arme l'Ukraine jusqu'à plus soif, d'abord, on voit que la Russie va très vraisemblablement gagner cette guerre sur le plan militaire. Elle ne peut pas la perdre, parce que si elle la perd, c'est son territoire qui est en question. Les États-Unis, eux, c'est loin de chez eux. Tandis que la Russie, c'est son voisin immédiat et sa frontière. C'est sa culture. Ce sont des Russes qui meurent des deux côtés. Ce sont des gens qui sont de culture russe qui meurent des deux côtés. Il n'y a pas à part quelques mercenaires, il n'y a pas un Anglais et pas un Américain qui est tué. Oui, il y en a quelques-uns, je dis, à part les mercenaires ou ceux qui sont envoyés discrètement. Vous pensez que la Russie va vraiment l'emporter elle ne peut sur pas, le plan elle ne peut pas. militaire, Alors, elle pourrait, si la guerre se continue, oui. C'est une guerre d'attrition, c'est-à-dire que la Russie laisse venir tout le matériel et tous les soldats qui sont envoyés. Déjà, il y a 2 armées qui ont été détruites, 2 armées ukrainiennes qui ont été détruites. Ils n'ont plus de monde. Donc maintenant, il faut une 3e. Et ça, ils ne peuvent pas, sinon ils vont... Il y a tous les gens qui sont partis à l'étranger, il ne reste plus beaucoup de gens. Là, ils sont obligés d'enlever des gens dans la rue pour les envoyer au front. Les gens ne veulent pas partir, y compris des gens qui sont d'origine hongroise ou roumaine, qui sont sur la frontière ouest de l'Ukraine, qui sont dans la même situation que les gens du Donbass, que les Ukrainiens, les russophones ukrainiens. Eux, ils parlent hongrois ou ils parlent roumain, en Bukovine. Et on va les attraper pour aller les envoyer au front, mais ils n'ont pas envie d'y aller. Donc ça, c'est quelque chose. Donc déjà, ils sont en train de racler les fonds de tiroir. Le régime de Zelensky racle les fonds de tiroir pour trouver une armée. Et pourtant, on voit qu'un nombre croissant de pays de l'OTAN oui. envoie des armes lourdes. Camille, est-ce que vous savez jouer du violon? Un tout petit peu. Bon. Il y a une différence entre savoir comment on joue du violon et savoir jouer du violon. Quand vous formez un pilote de char ou un pilote d'avion, il ne suffit pas qu'il sache lire le manuel. Il faut qu'il ait travaillé sur l'avion, qu'il ait piloté l'avion ou le char pendant un certain temps, qu'il ait acquis des réflexes. Ce n'est pas la même chose que de savoir lire le manuel. Et là, une question de temps. À moins d'envoyer des Américains pour combattre sur le sol ukrainien, auquel cas on va changer de registre, là les Ukrainiens ils auront du mal à savoir utiliser le matériel. Bon, donc il y a une question de timing et le temps joue pour la Russie. La Russie a utilisé une technique qui est antique, qui est la technique des sites, c'est-à-dire de se replier, de laisser le terrain libre. Ça permet d'acheter du temps, c'est-à-dire qu'on laisse venir l'ennemi et il est sur un terrain qu'il ne maîtrise pas et pof, il se fait massacrer. Et c'est comme ça, ils arrivent, bon, les pauvres Ukrainiens se font massacrer. Moi, j'en suis vraiment désolé. Vraiment, ça me fait de la peine parce que ce sont des gens qui ne devraient pas se battre normalement. Les Français se sont battus contre les Allemands, bon, c'était des gens différents, mais là, de voir des Ukrainiens qui se battent avec des Russes, qui ont une culture commune, la Russie qui est le berceau de l'Ukraine qui est le berceau de la Russie, vraiment, ça fait mal au cœur. Bon. Donc, ok, sur le plan militaire, il est très peu vraisemblable que la Russie perde la guerre, parce qu'elle ne laissera pas perdre la guerre, parce que c'est sa survie qui est en jeu. Si la Russie perd la guerre, que le régime tombe et qu'elle est démantelée en plusieurs républiques, le suivant sur la liste, c'est la Chine. Parce que le but, c'est de priver la Chine de son allié russe, c'est-à-dire des ressources qui vont avec, et de contrôler la route de l'Arctique.
Il y aura des bases autant sur la route de l'Arctique jusqu'à Vladivostok, donc ça, la Chine ne peut pas se le permettre. Voilà. Donc il y a ça. Maintenant, le problème, ça va être plus comment faire que les États-Unis ne perdent pas la face. C'est parce que quelqu'un avait dit, le président Macron avait dit, il faut que Poutine ne perde pas la face. Le problème, ça ne va plus de celui-là. Il faut que Biden ne perde pas la face. Voilà. Je voulais dire une dernière chose. Pourquoi Biden? Pourquoi il ne faut pas que Biden perde la face? Ça rejoint peut-être votre réponse à la première question, qui est que, en fait, c'est une guerre par procuration. Oui, exactement. C'est une guerre par procuration entre deux mondes. Un monde qui veut absolument se crisper sur son existence, qui est le monde euro-américain, occidental, qui est un monde qui est schizophrène parce qu'il tient un discours qui est contraire à ce qu'il se pratique. L'histoire de démocratie libérale, droits de l'homme, liberté, c'est le contraire qui est appliqué. Bon, on n'a plus trop le temps de le dire, mais c'est le contraire. C'est schizophrène comme discours. Alors que le monde qui est proposé par la Chine et la Russie, surtout, mais je dirais peut-être même plus la Chine que la Russie, c'est un monde d'harmonie, de respect des cultures. Regardez, lorsque vous avez Soros qui veut faire une société avec tout le monde mélangé, avec une seule culture, cette société-là, elle est paradoxale parce que c'est précisément le modèle de l'Organisation de coopération de Shanghai qui veut que chaque pays garde son identité, sa culture et qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère dans les affaires des autres pays et que chacun gouverne selon son mode de gouvernance. Eh bien, et on préserve les cultures. La société proposée par Soros et les néoconservateurs aux États-Unis, ils tiennent un discours, vive le multiculturel, vive la liberté, mais c'est le contraire, parce qu'au contraire, c'est un dogme qu'ils imposent. Ils veulent que tout le monde soit selon les mêmes règles de droit, les mêmes valeurs, le même type de consommation, et que tout le monde marche sur la même ligne. Donc voilà, c'est en ça que c'est schizophrène et que la Russie et la Chine sont porteuses d'un monde qui est le monde de demain, qui est un monde d'ouverture et qui en fait serait le plus en accord avec les modes, avec les valeurs qui sont présentées, mais de façon hypocrite par les États-Unis. Et voilà. Dernière question, et pourtant en Occident, on accuse la Russie d'être, on va dire, d'être un pays autocratique. Oui. Oui, mais non démocratique. Alors, si on passe de l'autre côté du miroir et qu'on se rend compte que la démocratie telle qu'elle est vendue et n'est pas en accord avec l'amélioration matérielle et morale, le perfectionnement intellectuel et social et l'amélioration de la condition humaine, qui sont plutôt ce que défend la Chine. Est-ce qu'on a encore la démocratie garantie par est-ce que la démocratie garantit la sécurité? Est-ce qu'elle garantit le niveau de vie? Est-ce qu'elle garantit le niveau culturel et y compris dans la façon de maîtriser sa langue? Est-ce qu'elle garantit est-ce qu'elle remplit l'assiette des gens? Bon, moi j'ai l'impression que non. Donc, est-ce qu'il vaut mieux une autocratie? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt une démocratie telle qu'elle est vendue par le modèle euro-atlantique, ou est-ce qu'il vaut mieux une autocratie qui fait attention à un niveau de qualité de vie des gens et à l'harmonie? Lorsque vous avez une autocratie comme allez, je l'ai dit, j'utilise le mot parce que je rentre dans le jeu, avec le système chinois, avec un parti communiste qui a la responsabilité du gouvernement, il est responsable. Si ça ne marche pas, c'est lui qui va tomber. Tandis que dans une démocratie, dès que quelque chose ne va pas, hop, vous avez des élections et ceux qui ont fait
ceux qui ont été en échec ou qui ont été désavoués se retrouvent dans les positions, tranquilles, ils vont dans le privé. Voilà. Tandis qu'en Chine, ça ne se passerait pas comme ça. Je vois une toute dernière chose, la position de la Chine dans cette guerre, pour moi, est tout à fait équilibrée et c'est la bonne position parce que lorsque Blinken essaye de piéger la Chine en lui disant « Ah, nous pensons que la Chine va livrer des armes à la Russie. » Ouais. Voilà. Bon. En fait, ce serait dire, bon, finalement, vous nous accusez de livrer des armes à l'Ukraine pour entretenir la guerre, mais vous allez faire, on pense que vous allez faire la même chose. La Chine a tout à fait raison de dire, ben non, nous ne livrons pas d'armes à la Russie, non pas parce que nous ne soutenons pas la Russie, parce que sur le plan des principes, nous savons très bien que c'est vous qui avez, avec 5 extensions de l'OTAN, qui avez provoqué la Russie à cette guerre. Mais malgré tout, nous ne livrons pas d'armes à la Russie parce que c'est prolonger la guerre. Donc il faut que chacun arrête de livrer des armes pour qu'enfin on puisse s'asseoir autour de la table des négociations et envisager la paix autour des véritables raisons de ce conflit.